toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une excellente année 2024. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler de la clôture annuelle, 42 288 $. Une clôture extrêmement importante, on annoncera d'ailleurs demain lors du live de 12h30, reprise des lives à partir de demain 12h30, des gagnants par rapport à la clôture annuelle, que ce soit du côté des académiciens ou de l'ensemble de la communauté. Énormément de choses à dire, on va aller relativement vite, on fait quelques petites news qui nous ont échappé pour certains d'entre nous et d'autres qu'on a essayé de jouer tout au long de la semaine dernière. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez à disposition l'Académie des Rois, qui est ouverte depuis septembre 2023. N'hésitez pas à nous rejoindre, toutes les informations sont dans la description. On reprendra les lives académiciens à partir de jeudi. Exactement, jeudi à midi, je vous donne rendez-vous avec l'ensemble des académiciens. Et si vous voulez nous rejoindre, on est plus d'une centaine. Le lien dans la description. Côté Bitcoin, petit breakout haussier. Pour certains d'entre nous, avec un N majuscule, c'est extrêmement positif. Pour d'autres, une forme d'amertume s'est positionnée. Pourquoi ? Parce qu'on laisse encore une fois des stops complètement évidents, acheteurs, qui se trouvent sous ces précédents lots. On avait vu ce triangle rectangle qui s'est confirmé, et d'ailleurs avec un magnifique breakout pullback sur la ligne de coup juste ici de notre petit triangle rectangle avec une augmentation. Les objectifs se trouvent un tout petit peu plus haut, on les atteindra doucement. Vous l'aviez eu pendant toute cette consolidation, un triangle équilatéral avec un breakout. On n'a pas encore fait le pullback. L'objectif, c'est toujours le même. 48 500 $ à peu près sur Bitcoin. On attendra sa résolution. On aurait vraiment voulu aller chercher l'ensemble de ces stops, acheteurs complètement évidents, potentiellement essayer d'initier une forme de réintégration pour inviter les bears à pouvoir renforcer des positions peut-être plus agressives vers le sud. Malheureusement, c'est clairement pas ce que le marché nous a donné. L'imminence de l'acceptation des ETF Bitcoin se fait sentir sur ce marché et c'est tant mieux. Maintenant, ça pourrait être considéré également comme une forme de décalage de prix, piège haussier. On attendra tout simplement quoi avec un point d'interrogation surligné et encadré, des réintégrations. Ne jouez pas des retournements hypothétiques sans l'observer. On ne joue jamais en fonction de ce que l'on croit, mais toujours en fonction de ce que l'on voit. Dès lors, si vous avez ici un range qui tente de se résoudre par le nord, attendez des réintégrations, tout simplement. Ici, on va voir, par exemple, sur un indicateur préféré, moi j'aime beaucoup le RSI notamment, et je le regarde extrêmement régulièrement, notamment en daily où on ne vient pas en fait chercher cette absurdité de surachat ici. Pour moi, c'est considéré comme un affaiblissement au niveau de la demande acheteuse. On peut potentiellement le jouer, mais uniquement sur confirmation. Et attendons bien nos confirmations pour pouvoir jouer ce type de play et de setup. On va parler également de la clôture. On y vient tout de suite avec des clôtures en mensuel. Ici, au niveau de notre Kingjun SSA. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, encore une fois. Alors, c'est un tout petit peu plus au-dessus. Moi, je vous avais dit, si je veux confirmer un retour de bull run de façon définitive, il faut qu'on clôture et qu'on accepte au-dessus de cette Kingjun en mensuel, qui d'ailleurs vient complètement de se décaler. Et oui, puisqu'elle va se retrouver aux alentours des 32 500 $ d'ici 2 mois. Et oui. Donc on a un très fort décalage au niveau de notre Kingjun en mensuel, maintenant qui est acté. Il faut comprendre que cette Kingjun fait comme un appel d'air, si vous voulez, comme une espèce de siphon, si vous voulez. Donc je ne serais malheureusement pas surpris de voir peut-être un mois de janvier noir avec ce fameux buy the rumor, sell the news au niveau des ETF, lorsque ceux-ci seront disponibles pour le grand public et pour les institutionnels. Je ne pense pas que ça va beaucoup tarder. Je pense que s'il y a une validation au niveau des ETF, vu l'ensemble des acteurs qui s'y sont positionnés, ce sera très probablement mis à disposition du grand public très rapidement. Et on le voit par rapport aux fonds qui sont déjà alloués sur ces ETF, notamment en Bitcoin, en pré-acceptation, si vous voulez. Ça, les news ne font que alimenter des billets spéculatifs, plutôt haussiers, qui viennent tout simplement se confirmer ici. Donc, j'ai pas eu ma clôture que je voulais, ma clôture intégrale. J'aurais vraiment voulu qu'on vienne clôturer 43 000, 44 000, 44 300 $. Bah, malheureusement, c'est un point d'interrogation, encore une fois. Donc, j'attendrai tout simplement l'acceptation en vue de jouer l'accélération. Et si je veux jouer cette accélération, je ferai toujours la même chose. J'attendrai des retracements au minimum
sur le premier arrêt, tout simplement. Et ce premier arrêt se trouve actuellement, on va le noter juste ici ensemble, exactement sur les 34 000 $, jusqu'à preuve du contraire, avec des confluences notamment sur notre Tenkan. Ça, c'était la première chose. Dès lors, on peut partir du principe que cette Kijun peut faire office de bloqueur de clôture. Mais c'est pas tout, puisque vous avez un autre bloqueur, ici, qui est la Tenkan. Notre Tenkan, ici, en trimestriel, c'est encore une fois chirurgical, fait exactement office d'un bloqueur trimestriel. Dès lors, j'attendrai la confirmation, puis l'acceptation trimestrielle, ici, mars 2024, en vue de pouvoir jouer l'accélération sur un repli, donc sur un creux. Swing trader, vous jouez les creux. On continue avec une trendline qu'on observe depuis, j'ai presque envie de dire, des années, peut-être maintenant. C'est une trendline annuelle. Je vous le mets par rapport à tout le scénario de la communauté des rois, en tout cas que je porte à jouer et à vous expliquer sur cette magnifique trendline, et ça fait donc office d'un bloqueur supplémentaire. Une clôture au-dessus de ça en mensuel, voire trimestriel, serait extrêmement positif et initialement, dans le passé, à relancer les bull runs, tout simplement. Actuellement, on est juste en train de travailler dessus. C'est chirurgical. Alors, est-ce qu'on a potentiellement un top ici possible? Oui, bien évidemment, avec une triple divergence en cours de confirmation. Actuellement, rien n'est confirmé ici et on a du mal à passer dans notre absurdité de surachat au niveau de notre récit en daily en 14 périodes. On peut même observer exactement la même chose ici en weekly par rapport à notre récit avec une divergence potentielle. On attendra des clôtures de bougies de réintégration en dessous des 42 000 $ pour venir à clôturer cette divergence potentielle en weekly au niveau d'un surachat sur notre RSI, notamment en 14 périodes. On parle de gap. Les gaps, c'est important, puisqu'on savait qu'à un moment donné, il y en a bien un qui allait se faire combler. Et ça n'a pas loupé, c'est celui des 45 000 $ qui a été comblé au niveau des gaps CME. On le retrouve juste ici. Je vais vous le mettre, j'enlève juste ici mon Cooking Couillon, on le verra beaucoup mieux. Vous vous rappelez qu'il y avait un gap ici. Bon, on le supprime celui-là, pas vraiment, puisqu'il faut le remettre juste là. Il y a un énorme gap en fait qui s'est créé dans la nuit de hier à aujourd'hui. On va l'appeler ici, et ça fait plaisir à observer, janvier 2024. Voilà, magnifique. Et c'est pas n'importe quel gap, puisqu'il y a des gaps qui se trouvent beaucoup plus bas. Généralement, 9 jours sur 10 devaient être comblés, notamment sur des gaps de continuation. Le dernier gap de rupture se trouve depuis un an, janvier 2023. Tous les restes sont des gaps de continuation, donc potentiellement de tendance ou de flux, si vous voulez. Et ici, c'est pas n'importe quel gap, puisque c'est un gap daily, un gap, et vous le voyez très très bien, au weekly. C'est aussi un gap mensuel. C'est aussi un gap trimestriel. C'est aussi un gap semestriel. Et c'est également un gap annuel. Au moins, vous avez la totale. Bon, généralement, ces gaps-là sont comblés. Le dernier connu sur Bitcoin, d'un gap annuel, c'était entre janvier 2020 et janvier 2021. Si vous passez ici en semestriel, comblé. Si vous passez ici en mensuel, il a donc été comblé. Et comblé dans le mois qui plus est. Gap weekly, vous l'avez exactement ici. Ce gap a complètement été comblé quelques, j'ai envie de dire, 2 semaines plus tard. Mais sur une forme de climax run plutôt intéressant d'observer. Donc on pourrait aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts tant qu'il n'y a pas de réintégration, tant qu'il n'y a pas de confirmation. Ma foi, c'est haussier. On en avait déjà reparlé par rapport à ce triangle de contraction. Encore une fois, je peux revenir. Qu'est-ce qu'on joue? Plutôt la baisse, plutôt la hausse, le retournement, l'accélération ou la continuation? C'est pas compliqué, c'est haussier, les flux sont acheteurs. On joue donc la résolution de ces triangles de contraction à la hausse tout simplement. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Vous aurez toujours plus de chances à suivre la tendance, tout simplement. Quels que soient les timeframes que vous visez, suivez toujours le narratif et la tendance. Encore une fois, ceci se vérifie. On va faire un tout petit peu d'order flow. On pourrait parler d'ailleurs de Ethereum, c'est exactement la même chose me semble-t-il. Des choses assez similaires qui est en train de se passer, notamment sur Ichimoku Kinkoyo. On avait tendu une forme de réintégration, plutôt pour moi un pullback, qu'on avait ici noté. Boum, réintégration, pas très bullish l'histoire. On revient chercher, je suis ici en weekly, on tente de faire une accélération. Donc on réactive en fait les objectifs aux alentours des 3350 $. Ici, proche d'une confluence d'un 618 de tout le précédent mouvement. Why not? Peut-être que Ethereum va pouvoir rétablir l'équilibre de dominance entre Bitcoin et Ethereum. Les objectifs se trouvent beaucoup plus hauts. Si je devais jouer quelque chose, moi personnellement, dans des flux, j'irais plutôt du côté de l'Ethereum. Et je vous avais dit il y a quelques mois en arrière, si vous souhaitez jouer l'acceptation des ETF Bitcoin au comptant, ne jouez pas sur Bitcoin, jouez-le sur Ethereum. Rappelez-vous pourquoi.
Si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra avec grand plaisir. Mais je ne suis pas le seul à l'exprimer, je ne suis pas le seul à l'avoir scénarisé, je ne suis pas le seul à l'avoir confié. Bon. Un petit peu l'order flow, des choses qui sont extrêmement intéressantes à observer. On est parti chercher, donc, qui plus est, toute la liquidité qui s'y trouvait. Ici, les whales et tous quasi à l'unisson, sauf les tout petits portefeuilles, 100 à 1000 $, bah, sont potentiellement pas dans la course, mais tout le monde est dans la course. Généralement, quand c'est unidirectionnel, ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça veut plutôt dire que c'est haussier. Maintenant, on attendra, pour celles qui le souhaitent, s'ils sont plutôt bears, bah, votre confirmation et des retournements. Ça, plutôt intéressant à observer, puisqu'il y a même des situations de spoofing qui se sont mis en place, notamment sur Trading, donc on le voit très bien au niveau de Coinbase. Coinbase, il est clairement dans la grande loupe actuellement. Ça fait longtemps qu'on s'y est positionné, nous, personnellement, parce qu'on avait des structures de retournement et des arrachements haussiers. Aujourd'hui, considéré comme le plus gros échangeur mondial depuis la vendetta sur Binance, vous aviez des situations de spoofing, donc ce sont des ordres limites positionnés au marché pour tout simplement faire contraindre les algorithmes de venir filer ces ordres-là, puisque ça coûte extrêmement cher de filer ces ordres-là. Donc il y a eu du spoofing qui s'est positionné tout au long de la semaine dernière, je suis actuellement en 4 heures. Vous avez également du spoofing qui s'est positionné juste ici, un petit peu se sont fait prendre, mais derrière c'est beaucoup trop élevé, et puis malheureusement pas assez de vendeurs sur ces niveaux de valorisation pour pouvoir les exécuter. Donc, est-ce que ça a été plutôt une tentative de manipulation au niveau des carnets d'ordre pour empêcher le cours de venir chercher ces ordres de liquidité et de les exécuter? Eh bien, c'est fort probable, pour être tout à fait honnête avec vous, et puis la direction reste haussière ici. Maintenant, vous avez bien sûr des ordres qui sont positionnés plutôt à la vente, qui se trouvent beaucoup plus haut, que ce soit sur Bitfinex, vous les avez juste ici, on commence déjà à les filer. Donc les gros portefeuilles, Bitfinex, c'est un échangeur plutôt de whales, donc partez du principe que ces ordres-là, quand ils sont files, c'est généralement dans les poches de liquidité. Honnêtement, c'est chirurgical. Vous vous mettez au-dessus des précédents high, et puis derrière, vous avez des exécutions de vendeurs à découvert qui sont des ordres à l'achat obligatoires au marché, qui viennent filer ces ordres de vente en très grande quantité, ni plus ni moins. Au niveau de Bitfinex, pas plus de choses à dire, un petit peu d'ordres qui se sont positionnés ici dans des poches de liquidité complètement logiques. On peut revenir d'ailleurs sur des traders. On peut voir en fait ces ordres qui commencent à être files, tout simplement, et ces liquidités qui commencent à être exécutées. Acceptez les cookies si vous voulez. On est dessus, on est en plein dedans, donc l'objectif c'est de venir tous les prendre en vue de potentiellement initier une forme de distribution massive, allouée avec une news catalysante et fondamentale ETF Bitcoin, qui permettront, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, d'exécuter d'énormes quantités d'ordres pour des institutionnels qui se sont positionnés pas n'importe où, plutôt dans des capitulations de marché. Ni plus ni moins. Ils vendent tout le temps et achètent tout le temps et se servent de ces événements de liquidité pour pouvoir prendre massivement des profits. Nous, ce qu'on regardera, c'est plutôt la technique des réintégrations, des breakouts de trendline, etc. Je voulais aussi vous montrer ça, je voulais vous le rappeler, on en avait déjà parlé la semaine dernière, me semble-t-il. CME lance décembre 2017, top de marché. Bito, qui vient de sortir, formidable, lancé le 19 octobre 2021, top de marché. ETF Spot US, lancé en 2 jours, imminent, demain, dans 1 heure, dans 1 semaine, je ne sais pas. Potentiellement top de marché. Est-ce que c'est réellement différent? Vous avez d'ailleurs une fractale de trend ici qu'on avait noté ensemble et on vient exactement y pousser cette trendline ici. Dernière poche de liquidité de vendeurs complètement positionnée juste là. Là, il y a des gros vendeurs qui pourraient éventuellement être exécutés s'ils n'ont pas pris leur profit dans la descente. À partir du principe qu'il n'y en a plus beaucoup, mais ce sont des formes de hedging extrêmement long-termistes pour pouvoir se couvrir et se hedger avec d'énormes quantités de montants dans l'optique d'en tirer un tout petit rendement. Mais si vous prenez des rendements sur 1 milliard de dollars, même si vous prenez 0,4%, c'est plutôt de très gros rendements. Et c'est comme ça qu'on initie et qu'on initie d'énormes mouvements de volatilité. Et janvier, qu'on le veuille ou non, c'est généralement une période de volatilité. Voilà. Je vous ai fait un petit peu d'ordre flow, on peut aller un tout petit peu plus au niveau de Coinalyse. Bon, c'est plutôt boule. Funding plus. Ici, au niveau des open interest, plus. Zone danger, gros point d'exclamation. Faites attention à ça. On a également des top traders qui sont plutôt en recul. J'ai presque envie de dire ici en retrait. Puisque j'aurais plutôt préféré d'observer dans ce breakout un petit peu à l'image d'un précédent breakout par rapport à un range précédent qui a duré beaucoup plus longtemps, qui avait été initié, si vous voulez, par cet top trader. Actuellement, je ne le vois pas. Les spreads sont extrêmement positifs, donc il y a plus de demandes que d'offres sur ce marché. C'est plutôt agréable à observer. Je dis juste qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont allègrement protégés et qui finiront très probablement par se faire liquider tout ou tard, et justement pour aller potentiellement combler les gaps qui s'y trouvent toujours un tout petit peu plus bas. Ça ne veut pas dire que ça doit aller plus bas. Ça veut dire que tout ou tard, on viendra très probablement aller chercher ceux qui sont positionnés sans pour autant prendre des profits lorsqu'ils se présentent. Faites très attention à ça.
c'est plus les bonnes conditions pour pouvoir acheter ce marché. Hein. Il fallait l'acheter bien avant. Donc, soit vous êtes en spot et vous prenez vos objectifs, vos TP, sur notamment des trendlines baissières ici, c'est complètement, ou des trendlines haussières. Généralement, les vendeurs vendent des trendlines haussières et achètent des trendlines baissières. Vous arrivez sur une double confluence aux alentours des 48 500 $, qui est représenté ici par 928 trillions de dollars au niveau de Bitcoin, de sa capitalisation. Bon, bah ici, je pense que ça va faire un gros bloc, comme le bloc ou le bloqueur qui avait été initié précédemment par rapport à une Kijun mensuelle sur laquelle on est venu pile clôturer. Donc on peut faire des extractions haussières, on peut faire des décalages de prix. L'objectif et ce qu'on doit regarder avec la plus grande attention, ce ne sont pas le prix à un instant T, mais les clôtures de bougies dans la time frame visée. Personnellement, je regarde énormément la weekly, je regarde énormément les mensuels et les plus belles généralement les trimestriels. Voilà pour ça. Petit point d'alerte avant de faire quelques news et de vous laisser là-dessus, et on reprendra un peu plus profondément et on répondra à toutes des questions et toute notre imagination pour cette année 2024, plutôt demain lors du live. Juste au niveau de l'inflation. Ça, c'est peut-être pas chouette à observer. On a en fait un breakout baissier par rapport à une actualisation. Vous savez, hein, chaque année, c'est réactualisé, et là, on a réellement l'actualisation de tous les prix, notamment maison, etc., food. Donc ça devrait, je pense, se vérifier de façon assez agressive lors des prochaines divulgations au niveau de l'inflation, notamment de l'ICP et des PCE Core. Donc Trueflation nous donne une forme d'anticipation par rapport à ces chiffres qui sont imminents, j'ai envie de dire, ou en tout cas très probables, et on passe à 2%. Donc il y a un fort décrochage par rapport à l'actualisation des anticipations au niveau de l'inflation vis-à-vis des indicateurs techniques qui est utilisé par ce site-là et qui semble plutôt être correct. Je vous le dis en toute franchise, ceci n'est pas forcément un bon signe. C'est pas parce qu'on se rapproche de façon violente des 2% que ça y est, on va faire le pivot et qu'on va alimenter le marché de nouvelles liquidités, sachant que le marché a été abreuvé de liquidités tout au long de l'année 2023, notamment du côté des repos et vis-à-vis du quantitative easing initié par la Fed, notamment pour soutenir et racheter ses propres obligations d'État, ou les propres obligations d'État du Trésor américain, pour pouvoir éviter la banqueroute totale de toutes les banques systémiques, notamment américaines, voire européennes, voire mondiales, par rapport à ces bons du Trésor qui avaient complètement décroché. Donc, le quantitative easing a été invisible, mais réel. Le crack du ciel a été réel, mais invisible. Tout simplement, en tout cas pour le commun des mortels, et pour grand nombre d'économistes qui regardent uniquement les chiffres, et non pas ce qui se passe forcément dans l'ombre. Donc, résultat des courses, les marchés se sont bien positionnés, en tout cas ont plutôt bien profité de toute cette année 2023, au même titre que les cryptoactifs. Ça veut tout simplement dire qu'en 2023, les opérateurs de marché ont décidé de reprendre du risque. C'est extrêmement positif. Pourquoi reprendre du risque? Parce que pas d'incertitude ou très peu d'incertitude. Et ça, on l'avait vu déjà en mars 2023, lorsque les banques, et notamment la Fed, avaient complètement tué le risque en expliquant que l'intégralité des dépôts allait être couvert, que toutes les obligations d'État seront rachetées à leur prix nominal, donc d'émission, des titres d'émission, 100%, pas de problème, sans pour autant subir les fluctuations et la spéculation au niveau du marché secondaire. Donc ce risque a été tué, donc quand le risque est tué, autant reprendre du risque pour pouvoir augmenter les performances. Donc ça, je le prends un petit peu comme un gros warning, parce que ce qui est bien pire que l'inflation, et je vous le dis souvent, l'inflation est un problème de pauvres, la déflation est un problème de riches. Et si on vient en fait à décrocher et à avoir une inflation négative, donc une tendance négative inflationniste, déflationniste, à ce moment-là, les marchés vont très probablement réagir de façon extrêmement brutale parce que c'est clairement pas ce qui est aujourd'hui joué par les opérateurs de marché ou, avec un M majuscule, les marchés financiers en général. On est plutôt en train d'avoir une inflation plutôt soutenue, maintenue, à peu près les 3%, c'est à peu près le consensus que nous avons sur les places de marché, avec des, comment on peut dire ça, avec des estimations de bénéfices toujours extrêmement hautes, ça on le voit très bien sur Guru, ici toujours avec des estimations de bénéfices, j'ai presque envie de dire non prudentes, donc plutôt extrêmement optimistes. Donc, si ça décroche, tout décroche personnellement. On fait quelques petites choses et quelques petites news et je finirai là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai rapporté 2-3 petites choses supplémentaires par rapport
à renforcer vos scénarios respectifs, et on ira un petit peu plus loin demain si vous le souhaitez. Bitcoin, MicroStrategy achète près de 15 000 bitcoins pour 615 millions de dollars. Bah, il suit son flux, il suit son trend, bah, c'est extrêmement positif. On continue d'ailleurs avec Tether. CryptoTether achète du bitcoin pour 379 millions de dollars, félicitations. On continue, bon c'est pas nouveau, mais il continue à augmenter ses bagues au niveau du bitcoin, et quasi exclusivement de bitcoin. Bitcoin Fidelity met à jour sa demande de dépôt à son ETF et déclare la course aux frais. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, je vais nuancer ces chiffres-là. Je vous l'ai dit et je vous le redis, le gros problème au niveau de Grayscale, notamment de JBTC, c'est ses frais, 2%. Donc il faut comprendre que si ça passe en ETF Bitcoin, bah, il n'y aura pas les mêmes frais, donc pas les mêmes revenus, donc probablement des perturbations. Voilà. Volatilité, si je peux le résumer comme suit. Maintenant, il faut comprendre aussi que la SEC a expressément demandé de ne pas avoir de transfert en nature, mais en argent réel, donc en fiduciaire, en cash. Ce mécanisme-là n'est pas en fait très différent par rapport à nous, ce qu'on peut risquer ou ce qu'on peut percevoir au niveau des performances. C'est juste une question en fait de spreads. Et les spreads peuvent être facturés à prix d'or, si on reste en fait ici sur des transferts en cash. C'est-à-dire que ça oblige en fait les opérateurs de marché ou enfin les concessionnaires de ces ETF de vendre à l'immédiat les bitcoins qui seraient vendus par leurs destinataires ou acheter les bitcoins dans l'immédiat qui seront demandés par les destinataires. Et en fait, il y a toujours des mécanismes de spreads qui sont effectués sur ces marchés-là, surtout s'il y a un manque de liquidité, qui peuvent être extrêmement chers. Et ça peut être bien plus que les 1, 2 ou 3%. En fonction de la volatilité du marché. Donc s'il y a grosse volatilité, ETF au comptant accepté en cash, et ben malheureusement, je pense qu'ils se gaveront plutôt au niveau des spreads, plutôt qu'au niveau des fees qui seront allègrement marketés pour dire moi je suis à 0,39, moi je suis à 0,18, moi je suis à 0,27, moi je suis à 0, mais regardez les spreads. Et c'est exactement comme ça que se rémunèrent notamment les eToro, les crypto.com, alors peut-être pas crypto.com, ceci étant dit, sauf s'il y a zéro fees, mais les eToro, tous les sites comme ça où il n'y a pas de frais, pas de machin, pas de truc, c'est généralement sur les spreads qui se rémunèrent. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, pas qu'un peu. C'est exactement les mêmes choses qu'on avait sur Swissborg par exemple. Quand vous faites vos transactions au niveau de Swissborg, vous savez que vous avez les 1% de frais, mais quand vous passez en fait votre ordre, et ben, au lieu de recevoir 0,556 Satoshi par exemple ou Bitcoin, et ben vous allez en recevoir sur Binance 0,554, sur Bybit 0,555 et sur Swissborg 557. Pour le même montant. Alors que Swissborg a plus de frais que de Binance. Et ça, c'est clairement des mécanismes de fees, tout simplement, qui sont généralement initiés par les market makers, pour information. La crypto de Taylor, tribu de TRB, crée la surprise à des fins, en fin d'année, 60 millions de dollars liquidés. Alors, c'est le plus beau exit liquidity qu'on a pu observer sur cette dernière semaine. J'ai eu quelques commentaires sur le Discord des droits du marché. Bravo pour celles et ceux qui ont réussi à le jouer. C'était quasiment impossible, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, mais ce sont vraiment des ordres qui sont passés. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle des initiés. Donc c'est complètement illégal d'observer ce type de mécanisme. Maintenant, c'est généralement initié offshore, sur des plateformes offshore, et ils se mettent au pas, hein, tout simplement. Donc c'est clairement un exit liquidity. Ce qu'il faut quand même dire, alors bravo pour ceux qui avaient posé des ordres, parce que vous avez été fil, logiquement. C'est pour ça que je le dis, je le redis, quand vous avez des ordres qui sont positionnés, mettez-les en amont. Hein, je vous le remontre ici. Donc je ne dis pas qu'il fallait en acheter, pas en acheter, etc. On en avait d'ailleurs parlé, j'étais plutôt bullish sur TRB personnellement. Donc vous mettez vos extensions de Fibonacci, par exemple, hein, 1,618, 2,618, 3,618. Généralement, ça commence à bloquer entre les 3,618 et les 4. C'est pas moi qui la vente, je le fais devant vous. Encore une fois, ça semble se vérifier. Posez vos ordres d'exit, bien évidemment. Donc vous prenez vos 110% et ensuite vous positionnez les 1,618, 2,618, 3,618. Ça peut être... je pense que c'est clairement la bonne solution, parce que ça, vous ne pouvez pas le jouer en fait en market sell. Enfin, c'est quasiment impossible. Le truc, il a duré une journée, quoi. Hein, c'était le trend. En plus, on était tous en train de chantoyer. C'était un petit peu difficile à initier. Bon, Very ici short. Oui, on l'a vérifié, il s'est fait littéralement exploser pour information. Donc, il n'y avait pas besoin de... D'ailleurs, il y avait potentiellement des retournements qu'on pouvait initier, mais pas de clôture, pas de confirmation, c'est toujours la même chose. Hein. Donc faites très attention à ça. Donc nous n'avons pas nos confirmations, nous ne jouons pas les retournements, surtout pas en contre-tendance. Donc est-ce que ça veut dire que ça y est, ce truc est mort ? Bon, pas forcément.
Ça peut éventuellement attendre un petit peu de consolidation, de structure de retournement, mais il semblerait que les gros poissons qui avaient initié tout ce trend ont probablement dû prendre des profits et des profits massifs. Ce qu'il faut juste savoir aussi, c'est que généralement ces pics de liquidité, ce qu'on appelle des mèches liquidatives, généralement sont comblés. Il faut le savoir. Donc il est très probable que le cours revienne chercher ses liquidités pour derrière en fait initier peut-être une forme de latéralisation beaucoup plus tard. Donc j'en ai joué pas mal pour être tout à fait honnête avec vous en 2020. Bon, j'attendrai des confirmations quand même peut-être un petit peu plus propices avec potentiellement une latéralisation, des petits ranges. On se positionne dans les ranges, on 1% de la position si ça nous intéresse réellement, mais on est vite revenu dans une zone de rechargement d'achat par rapport au dernier prix exécuté sur les carnets d'ordre. Donc il faut quand même aller fouiller un petit peu au niveau du narratif des fondamentaux. Qu'est-ce qui a réellement initié ce truc-là? Pour moi, ce sont les initiés. Ce sont des personnes qui ont initié tout ce mouvement depuis quelques mois, voire on peut presque parler d'années maintenant. Donc voilà ce qui peut se passer. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de dormir sur ses deux oreilles, parce que ce type de choses nous empêche de dormir, pour mettre des ordres de fil de vente sur nos objectifs de prix. Pas forcément 100%, mais voilà, 50%, 50%, 20%, 20%, 20%, peut être éventuellement une bonne idée, tout simplement, puisqu'aujourd'hui, la plupart des échangeurs proposent en fait des markets, des sell limites en numéraire, et non pas en montant ou en pourcentage. Donc vous pouvez vendre, par exemple, je vais dire une bêtise, 10 TRB là, 10 TRB là, 10 TRB là, tout simplement. Voilà pour ça. On continue avec aussi des informations extrêmement positives. Ça, c'est Vitalik Buterin qui nous le partage, à quel point on a été insistant, en tout cas l'ensemble de la communauté Ethereum a été insistant pour nous donner sa feuille de route. Donc vous le retrouvez pas mal sur Twitter, vous le copiez, vous le collez. Je pense même qu'on peut maintenant le retrouver traduit en français. Si vous voulez, on pourrait presque le faire, si ça vous intéresse. Ou si quelqu'un ou un membre de la communauté souhaite le traduire ou l'a trouvé en français, n'hésitez pas à le partager. Généralement, c'est bien suivi. Et il semblerait que Ethereum valide scrupuleusement les deadlines de ce type de narratif. Donc en tout cas, vous avez toute la feuille de route de Ethereum sur le futur, quoi. Alors c'est pas daté, c'est pas pour l'année 2024, etc. Mais vous voyez un petit peu ce qui devrait s'y passer. Et partir du principe qu'un grand nombre de projets, pas forcément concurrents, mais corrélés à Ethereum, vont utiliser cette feuille de route pour pouvoir bâtir et construire leur propre réseau et leur propre protocole. C'est une évidence absolue. On continue avec d'autres petites choses qui sont très intéressantes. Ça, c'est toutes les unlocks. Ça, c'est beaucoup partagé par José, etc. sur le Discord, donc merci à toi. À peu près 650 millions de dollars d'unlocks qui vont être déloqués entre le 31 décembre, déjà fait poursuit, pas forcément baissier encore une fois, jusqu'au 27 janvier. Regardez si vous avez des cryptos qui sont actuellement dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas forcément baissier, mais partez du principe que des gros portefeuilles vont pouvoir prendre des profits dans la volatilité de ces actifs numériques qui sont unlockés, tout simplement. Donc on avait fait plusieurs travaux, notamment sur DYDX, notamment sur Aptos, notamment sur plein de cryptoactifs qui ont eu des importantes délocages, et il n'y a pas eu une réaction sur le prix. Généralement, ce type d'information, c'est un petit peu comme les ETF Bitcoin, c'est buy the rumor, sell the news, et là c'est sell the rumor, buy the news, ça veut dire qu'on a déjà pricé la news, si vous voulez, au niveau de ces unlocks, puisque ce sont des échéances qui sont connues à l'avance. Et là, elles ne sont pas connues, elles sont même protocolarisées, donc on le sait le jour même, le jour où c'est déloqué. Donc partez du principe que la plupart du temps, c'est déjà anticipé pour le marché. Voilà, je voulais juste refaire ce point, je pense, extrêmement important, et on l'avait même prouvé ensemble, comme quoi il n'y avait pas eu de gros décalage de prix, notamment sur DYDX, qui continue à unlock. Pour l'instant, c'est plutôt propice. La fortune des 500 personnes les plus riches a bondi de 1500 milliards de dollars en 2023. Ceci est à relativiser par rapport aux actions et aux actifs qui sont détenus par ces grandes fortunes, parce qu'ils avaient déjà perdu 1400 milliards de dollars en 2022. Elle n'était pas très jolie, rappelez-vous, la clôture de décembre 2022. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Bitcoin il est pas loin des 16 000 dollars, et les actifs financiers étaient à leur plus bas, à ce moment-là, notamment du côté de la tech. Donc, j'ai envie de dire, le marché récompense généralement les plus patients, donc plus 100 milliards de dollars en l'espace de 24 mois, plutôt propice et plutôt objectif ici. Il faut comprendre que c'est généralement ce type de choses qui alimentent des spéculations assez cinglantes par rapport à la réalité économique d'un administré, donc d'un citoyen, d'une personne lambda, si vous voulez, moyenne, par rapport à ces chiffres qui sont extrêmement mal perçus et extrêmement mal compris.
je le dis très souvent, lorsqu'on a cette impression, cette sensation qu'on est dans le dur, nous en tant que public, en tant que citoyen, de voir en fait ces énormes fortunes continuer à grinder, des fortunes qui sont colossales, des paquets de milliards par paquets de milliards qui deviennent complètement délirants, c'est la normalité du marché. C'est important de bien le comprendre. La question à savoir, c'est si on confirme ces craintes, notamment au niveau des perspectives de croissance, etc., partez du principe qu'ils vont reperdre beaucoup d'argent, évidemment. Ce n'est pas de l'argent qui sont sur leur compte en banque. Mais c'est encore une fois une asymétrie entre ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut voir au niveau des chiffres. Bah oui, les marchés sont haussiers, on fait de nouveaux ATH, et ça se fait ressentir par rapport à ces grandes fortunes, évidemment. Ça aussi, c'était une information qui est peut-être un tout petit peu passée inaperçue. Je voulais vraiment revenir dessus par rapport à une décision d'un juge américain dans l'affaire de la SEC qui l'opposait à Terraform. Donc Terraform Lab, Terra Luna, avec No. Comme quoi, ça a bien été considéré comme une securities, comme un actif, sécurité, un titre financier non enregistré. Donc ça, on n'est pas en train de le pricer. Et je pense que le marché n'est pas en train de le pricer. Mais ça, c'est une bombe à retardement par rapport à tous les SEO qui ont foulé le sol américain. Donc, je lance ce que je vais faire moi personnellement. Regardez tous les tokens que vous avez à disposition de votre wallet. Regardez ceux qui sont disponibles sur le sol américain. Je pense qu'on va aller relativement vite pour vous dire que 99,9% de nos tokens qui sont actuellement dans nos portefeuilles sont très probablement disponibles d'ores et déjà sur le sol américain, ou en tout cas ont foulé par divers moyens, exchange centralisé ou décentralisé, le sol américain. Donc je vais le résumer assez vite, c'est 99,9% qui pourraient être considérés et interprétés comme des titres non enregistrés qui pourraient faire extrêmement mal au projet. Pourquoi extrêmement mal au projet ? Parce qu'ils pourraient se couper des capitaux américains. En somme, vous vous coupez de la moitié de la richesse du monde. Et il ne faut peut-être pas compter sur la richesse asiatique aujourd'hui, voire peut-être un petit peu plus mollement par rapport à celle européenne. Mais si on perd les flux financiers de liquidité des États-Unis, ça peut être extrêmement grave pour le marché dans sa globalité. Et ça peut être un narratif dévastateur pour cette année 2024. Ça, je vais le suivre avec un très grand intérêt. Donc je l'ajoute dans un coin de ma tête par rapport à un narratif qui pourrait ne pas être très propice. Bien qu'actuellement, on ne le voit pas dans le cours. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt en train d'essayer de pricer les ETF au comptant. Ça aussi, c'est très drôle. On en parle beaucoup. 10 ans plus tard, MTGOS commence à rembourser certains de ses clients, et évidemment, en double. Donc, il y a apparemment 25% des personnes qui ont demandé un remboursement en fiduciaire, donc sur PayPal notamment. Et ça, c'est un petit truc sur Reddit qui est passé comme quoi, oui, moi j'ai reçu un paiement en double. Donc je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais ça peut être éventuellement relativement grave par rapport à la gestion potentiellement calamiteuse des remboursements initiés par la justice, me semble-t-il, japonaise, puisque c'était un exchange japonais. Donc il faudra le suivre avec la grande attention. Actuellement, c'est tous ceux qui voulaient en fait recevoir leurs fonds en numéraire, donc en fiduciaire, donc via PayPal ou en cash. Partez du principe que les bitcoins ou les cryptoactifs qui étaient détenus par les playboys de l'époque ont déjà été d'ores et déjà vendus. Partez de ce principe-là. Et que les bitcoiners devront l'avoir un tout petit peu plus tard. Pas mal d'adresses sont actuellement scrutées pour pouvoir observer des déplacements de valeur vis-à-vis de ces wallets-là, qui pourraient avoir une forme de narrative peut-être un petit peu baissière. Actuellement, on ne le voit pas, mais partez du principe qu'on va alimenter les narratifs si on vient à faire des retournements baissiers. Ah oui, mais parce qu'il y a MTOX. Ah oui, mais parce qu'il y a encore la SEC. Ah oui, mais parce que machin, et parce que ceci, et parce que cela. Généralement, des news qui sont positives, qui font grimper le cours, c'est plutôt très positif et c'est haussier. Mais des mauvaises news qui font baisser le cours, c'est malheureusement négatif, donc c'est baissier. Si vous avez des mauvaises nouvelles qui font pump le cours, un petit peu à l'image de Binance et de la grande vendetta de Binance par rapport aux États-Unis et aux juges américains, c'est extrêmement haussier. Un cours qui monte avec des mauvaises news, c'est pas baissier, c'est extrêmement haussier. Je finis cette belle vidéo et cette grande vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de valeur par 3 petites captures d'écran. La première, c'est celle-ci, les performances 2023 des 20 plus belles entreprises du CAC 40, entre 20 et 60%. Un peu mou tout ça, puisque là, vous les avez
Au niveau me semble-t-il, S&P 500 ou du Nasdaq, je crois que c'est S&P 500. S&P 500, Expediao, donc plus 74%, 237% pour Nvidia. Bravo à Meta, mais qui était parti et qui était revenu de loin. D'ailleurs, Nvidia était aussi revenu de loin pour information, donc le groupe, etc. Tesla, plus 108%. Et ici, voilà. Ici, vous avez le Nasdaq, pardon, donc 68% à 237%. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul, bah, c'est pas très différent des performances macro par rapport au crypto total. Bon, de façon orientée. Je n'ai pas voulu vous montrer l'ensemble des performances des 20 plus gros cryptos, enfin des 20 plus belles performances crypto-actifs du crypto total, parce qu'il faut rajouter 2 zéros, généralement. Donc c'est des x20, x60, x100, sur des cryptos qui sont pour la plupart d'entre elles des mêmes coins, ou des coins très peu liquides, ou pour la plupart très inconnus, voire qu'on pourrait attribuer comme des scams dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc j'ai volontairement pas voulu vous montrer cette image-là, mais je suis sûr que vous pouvez la retrouver sur Internet. C'est 2342%, 1167%, etc. sur une année. Donc, et c'est ça qu'on va bien évidemment vendre à l'ensemble des resales. Ce sont les performances. Donc c'est pas forcément baissier actuellement d'un point de vue scénaristique ou mécanique par rapport à cette année 2024, mais voilà ce qu'on va utiliser pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat à de nombreux retails mal informés et mal avisés, et qui permettront bien évidemment aux grosses baleines de prendre des profits massifs. Et nous, on le verra, soyez rassurés, en observant des réintégrations et des retournements de marché. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu plus longue que prévu jusqu'au bout. Et on se retrouve demain dans le live des rois du Bitcoin, 12h30.